En marchant pendant 8 heures, un homme peut transporter une charge de 20 kg sur une distance de 25 km. Au prix du SMIC horaire, le transport d'une tonne de marchandises coûterait le prix exorbitant de 150 € par kilomètre. Au volant d'un camion, la même personne, toujours payée au SMIC, transportera la même tonne de marchandises pour 2 centimes, soit 8200 fois moins. Et au lieu de faire 25 km par jour, il en parcourra 750, soit 25 fois plus. Une société de croissance étant en grande partie liée à sa capacité à transporter des biens et des personnes sur de longues distances, on comprend une fois encore pourquoi la croissance économique est née de l'invention de la machine à vapeur qui, dans le principe, n'est que l'ancêtre du moteur des voitures, des propulseurs des bateaux et du réacteur des avions. En 2010, le parc mondial automobile a franchi le cap du milliard de voitures. 80 000 avions relient chaque jour les 14 000 aéroports de la planète, tandis que plus de 50 000 navires sillonnent les mers. Et le pétrole y règne en maître absolu, puisqu'il représente 92% de l'énergie utilisée dans les transports. Par type de transport, l'énergie consommée se répartit de la façon suivante. 5% pour les trains, 17% pour les camions, 30% pour les voitures, 31% pour les bateaux et 17% pour les avions. Le rail peut être aisément converti à l'électricité, tandis qu'il n'y a pas d'alternative au kérosène pour les avions. À moyen terme, le déplacement du pétrole vers d'autres énergies dans les transports se concentrera donc sur les bateaux, les camions et les voitures individuelles. Ils représentent à eux seuls 78% du fioul consommé dans les transports. Dans le domaine maritime, la seule alternative crédible au fioul est le gaz naturel liquéfié. Refroidi à moins 163 degrés, le GNL est un concentré énergétique remarquable. Occupant un volume 3 fois inférieur au gaz comprimé et 600 fois inférieur au gaz à pression atmosphérique, il peut être chargé en toute sécurité sur les navires en quantité suffisante pour des voyages transatlantiques. Il n'émet aucune particule et 22% de gaz à effet de serre en moins que le fioul. Le GNL pour le fret maritime est un marché qui devrait fortement se développer au cours des prochaines années. Le Francisco de la société argentine Buquebus est un prototype en service fonctionnant au GNL. Il assure à grande vitesse la liaison Buenos Aires-Montevideo. À court terme, un certain nombre de paquebots de croisière de la société Costa seront mis en service. Par ailleurs, la compagnie CMA-CGM, numéro 3 mondial du transport maritime, a annoncé en novembre 2017 que 9 nouveaux porte-containers géants livrables fin 2019 seraient équipés au GNL. La puissance des camions étant comprise entre 500 et 1000 chevaux, l'électricité n'apparaît pas aujourd'hui comme une alternative crédible au fioul. Les batteries seraient trop lourdes et le temps de charge rédhibitoire. Aussi, comme pour les bateaux, le gaz apparaît comme une alternative séduisante au fioul, mais cette fois à la fois dans ses versions comprimées et liquéfiées. Le principal problème reste l'approvisionnement. Le réseau de stations insuffisamment développé reste un frein important pour développer les flottes de camions au gaz. En ce qui concerne les voitures individuelles, utiliser l'électricité est une alternative séduisante. Pas de rejet de CO2 ni de particules et un silence à s'endormir au volant. Mais la voiture électrique a aussi plusieurs inconvénients majeurs. L'autonomie pour un petit véhicule atteint au mieux 250 km. Et le temps de charge sur des bornes classiques de 3 kW est compris entre 6 et 10 heures. Les nouvelles bornes de 22 kW récemment installées à Paris permettent de recharger le véhicule en 1 heure. Mais pour recharger une routière pour une autonomie de 500 km aussi rapidement que le réservoir d'une voiture thermique, il faudrait atteindre des puissances de plusieurs mégawatts. Un non-sens pour le réseau de distribution. La voiture électrique est donc avant tout conçue pour des parcours urbains, à condition qu'il s'agisse bien entendu d'électricité renouvelable ou d'électricité nucléaire.
Pour les longues distances, la voiture thermique basse consommation a encore de très beaux jours devant elle. Enfin, la voiture électrique pose le problème de la disponibilité du lithium et du cobalt, ingrédients indispensables à la fabrication des batteries. Peu abondants dans l'écorce terrestre, ces métaux sont souvent concentrés dans des pays politiquement instables. Le Salar d'Uyuni, immense étendue saline sur les hauts plateaux boliviens pour le lithium, et la RDC, qui produit la moitié du cobalt mondial dans des conditions d'exploitation que Zola aurait pu décrire dans un Germinal du XXIe siècle. Les cours du cobalt ont ainsi été multipliés par 10 au cours des 10 dernières années. Utiliser les huiles végétales pour déplacer des véhicules n'est pas nouveau. Ainsi, la fameuse Ford T, produite de 1903 à 1926 dans les usines de Détroit, roulait à l'alcool. Bien que leur croissance soit exponentielle, en 2016, les biocarburants ne représentaient que 3% des combustibles dans les transports. Mais les céréales, les plantes sucrières et les plantes oléagineuses, à la base des biocarburants, demandent à la fois beaucoup de surface au sol et beaucoup d'eau. Et puis, cultivés sur des terres paysannes, ils entrent de facto en concurrence avec l'agriculture alimentaire. Verts en apparence, les biocarburants sont donc loin d'être roses. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions Debouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y retracerons rapidement l'histoire de l'électricité.